Bonjour à tous, je suis Jérôme Fauconnet, je suis le président de FISA et je suis l'expert sur tout ce qui touche au calcul réglementaire. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet, de la RT 2012 à la RE 2020. Donc on passe d'une réglementation énergétique à une réglementation dite environnementale. Les indicateurs énergétiques qu'on connaissait déjà sur la RT 2012, qui sont le BBO et le CEP, il y en a un qui se fait remplacer, l'ancien TIC qu'on traînait depuis, qui était régulièrement décrié, qu'on traînait depuis la RT 2000, a été remplacé par le DH, nouvel indicateur sous conformité. Bon, on ne va pas rentrer dans ce détail-là, mais c'est bien d'en parler. Le TIC disparaît pour être transformé, pour être remplacé par le DH. Et à ces indicateurs, on va dire plus traditionnels, énergétiques et confort d'été, on vient greffer des indicateurs environnementaux. Si sur les indicateurs énergétiques, bien sûr, la réglementation nous donne des objectifs, puisque c'est un peu le but de cette réglementation, c'est de viser que le bâtiment soit pas trop énergivore, etc. Eh bien, la réglementation environnementale, la partie environnementale de cette nouvelle réglementation, vient fixer aussi d'autres objectifs sur les indicateurs environnementaux. Et donc, ce qui nous fait qu'aujourd'hui, avec cette RE 2020, on a deux études, une étude énergétique, mais aussi une étude environnementale ou étude ACV. Et c'est bien ces deux études qui permettent de vérifier à la conformité à la RE 2020. C'est plus une seule étude énergétique, on a bien une étude énergétique et une étude environnementale à réaliser. On verra après comment elles s'articulent l'une et l'autre. Bien sûr, elles sont un petit peu imbriquées. Voilà. Pour traiter ces deux problématiques, chez nous, on a deux outils pour que ça vous illustre, enfin, vous soyez bien illustré. On a un logiciel qui est le logiciel, on va dire, historique un petit peu de FISA, puisque ça a été un des premiers logiciels développés par FISA, le TurboTH à l'époque, TTH et pour TurboTH. Traitait des premières réglementations, en réglementation RT 77 à l'époque. Voilà. Au passage, on va fêter nos 40 ans l'année prochaine, puisque la société débutait en 85. Et donc, sur la partie énergétique, on a le petit nouveau. Alors, le petit nouveau, je regardais encore, il est sorti en 2021, donc le temps passe vite, qui traite de la partie ACV. Voilà. Donc, à toute nouvelle réglementation, on s'en doute, il y a une exigence, enfin une revue à la hausse de l'ensemble des exigences. Alors, souvent, sur le papier, on dit « oh, c'est bizarre, la valeur est même des fois plus laxiste, etc. » Mais c'est qu'il y a aussi toute une mécanique. Avant, on était sur Shaun, RT, et aujourd'hui, on est sur SHAP, donc forcément, on n'est pas tout à fait sur les mêmes ratios de surface, donc il y a une petite correction qui est en général plutôt à la défaveur du projet. Donc, globalement, on est vraiment revu à la hausse. On a de nouveaux indicateurs, on parlait tout à l'heure des indicateurs environnementaux. On a des postes de consommation complémentaires, donc si les exigences, par exemple en CEP, on peut évoluer de manière numérique, mais en fait, dans la même valeur max, on fait passer plus de choses. Donc on voit que naturellement, c'est beaucoup plus contraignant à faire passer correctement cette RE 2020. Et puis bien sûr, cette étude ACV qui vient se greffer en plus. Alors souvent la question que me posent les clients, c'est combien de temps en plus? Disons que le problème est différent entre l'ACV et le calcul réglementaire, enfin le calcul énergétique, mais sur le calcul énergétique, on va aller chercher certaines informations, il y a certains métrés. Sur l'étude ACV, les informations sont assez faciles à aller chercher, puisque de toute façon, on va les chercher à travers la base INES, donc elles sont tout de suite disponibles dans le logiciel. Il y a un petit travail de recherche, mais là où se situe surtout le problème, c'est la constitution des métrés, le travail. Et j'ai pour habitude de dire que, en général, si on a un jour pour l'étude énergétique, il faut compter un jour sur la partie environnementale. Alors, ce qui se passe sur la partie énergétique, souvent, c'est qu'on rentre plus dans le détail, on a une certaine optimisation à avoir. Par essence, l'étude environnementale restera globale, alors que sur la partie énergétique, souvent, vous passez aussi par une saisie pièce par pièce, parce que vous avez le bilan thermique aussi, donc voilà. Mais globalement, aujourd'hui, surtout pour des personnes qui démarrent sur le sujet, sur la CV, et on est nombreux à démarrer sur la CV, comptez à peu près doubler le temps de calcul par rapport à une étude énergétique seule. Sachant qu'on ne la fait pas au même moment. On va voir après.
Dans les généralités, bien sûr, on ne peut pas passer à côté des textes. Sont publiés en premier les textes relatifs au logement, hein, les fameux décrets et arrêtés du 29 juillet 2021 et 4 août 2021. Dans le décret, on a des définitions, des exigences et les modalités d'application, on va dire. Et dans l'arrêté, pareil, on a d'autres définitions, certaines exigences et la méthode, les méthodes de calcul, puisque dans l'arrêté, on a les THBAT, on a les THBCDE et la méthode ACV. Hein. Voilà. Alors, contrairement à ce qu'on avait dans les précédentes réglementations, où on avait tout le contenu intéressant, les objectifs, tout dans l'arrêté, et quasiment rien dans le décret, on avait juste les modalités d'application. Là, les pouvoirs publics ont mis dans le décret aussi des exigences. Le CEP Max, le BBio Max, et on verra tout à l'heure, lycée Construction Max, lycée Énergie Max, ils sont boulonnés dans un décret. Un arrêté, il suffit juste que le ministre signe un modificatif de l'arrêté, et il est modifié. Ce qui a, on voit par exemple pour la RT 2012, les logements collectifs bénéficiaient d'un régime de faveur au début de la RT 2012 qui devait durer 2 ans. Aujourd'hui, on est en train de sortir de la RT 2012 et les logements collectifs bénéficient toujours de ce régime de faveur. Hein. Voilà, parce que la RT a été, on va dire, le régime de faveur a été reconduit. Là, les objectifs qui ont été fixés lors de l'élaboration de cette RE1 ont été boulonnés dans un décret. Et là, le processus réglementaire pour venir modifier ces objectifs est beaucoup plus long. Du coup, ils sont mieux protégés, on va dire. Hein. Donc, notamment, pareil pour le collectif, il y a un passage, on verra tout à l'heure, qui fait mal entre, on va dire, avant et après le 1er janvier 2025, où, encore une fois, le logement collectif bénéficie d'un régime de faveur jusqu'au 1er janvier 2025, mais après le 1er janvier 2025, on va voir tout de suite qu'il va rentrer dans le rang. Hein. Je ne vais pas vous donner un scoop, mais typiquement, en collectif, on peut encore faire du gaz. Après le 1er janvier 2025, vous ne faites plus de gaz. Hein. Beaucoup plus difficilement, mais moi, de ce qu'on a pu voir sur le logement, enfin, maison individuelle et tertiaire, le gaz ne passe plus. Hein, donc, imaginez déjà les solutions. D'après les statistiques des pouvoirs publics qui nous ont livrées il y a quelques jours, puisqu'aujourd'hui a été ouvert hier ce qu'ils appellent l'observatoire de la réglementation énergétique, où dessus on peut récupérer des statistiques et on se rend compte qu'en logement collectif, aujourd'hui, on a la moitié des logements collectifs qui sont déjà en thermodynamique. Donc c'est des solutions qui, a priori, moi je me faisais un petit peu de soucis sur ce sujet-là, parce que ce qu'on applique en maison individuelle ou tertiaire assez facilement pour mettre du thermodynamique, en collectif c'est pas tout à fait le même, mais on se rend compte qu'on l'a pas mal. Hein. Alors après, on revient du coup à la production collective, hein, chose qu'on avait un petit peu abandonnée, puisqu'en individuel c'est plus difficile, mais voilà. Hein. Un peu plus tard sont arrivés, hein, donc début 2022, 1er mars 2022, les textes relatifs au bureau et aux enseignements. Hein, donc en plus des textes sur le logement, ces textes viennent appliquer, enfin nous donner les exigences pour le bureau et l'enseignement, avec quelques petites corrections des textes avant, des petites coquilles ou des petits aménagements pour intégrer justement ces exigences relatives au bureau et enseignement. Hein. Les textes à venir, on voit qu'on n'a pas fait le tour de tous les usages. Hein. Là, pour le moment, on n'a que les logements, les bureaux et les enseignements. Ensuite, il nous reste tout ce qui est hôtel, commerce, restauration, etc., etc. Les textes sont... Enfin, les objectifs, parce que c'est ça surtout le plus difficile à caler, les objectifs sont en cours d'élaboration par les pouvoirs publics. Hein. Ils communiquent de temps en temps sur... il y a eu, je crois, c'était fin d'année dernière, c'était au mois de novembre, parce qu'on a eu différentes tribunes depuis, ils donnaient déjà un premier niveau de ce qu'ils envisageaient de prendre comme objectif. Hein, donc, au mois de novembre l'année dernière, ils imaginaient une sortie des textes à mi-2024, et là, fort des dernières réunions qu'on a pu avoir, notamment celle qu'on a eue semaine dernière, de ce que j'ai pu comprendre, ça sera plutôt les textes à mi-2024 pour une application au 1er janvier 2025. Hein, parce que si on voulait une application au 1er juillet 2024, il aurait fallu déjà que les textes soient sortis. Hein. Et là, on est déjà début février, on n'a encore rien vu. Même nous, en tant qu'éditeur, en général, on a les textes de 3 mois à l'avance en version brouillon
pour qu'on puisse déjà accabler dans les logiciels des valeurs objectifs, etc. Et là, on n'a rien. Hein, donc, c'est qu'il n'y a rien du tout de finalisé, on va dire, de ce côté-là. Donc, on peut imaginer par contre d'avoir des textes publiés mi-2024 pour une date d'application au 1er janvier 2025. Hein. Donc, ça va vite être là. Hein. On sait très bien, une année passe très vite. Hein. Voilà. Avec éventuellement peut-être une parution en 2 temps, c'est-à-dire qu'on a déjà eu 2 textes et on en aura peut-être encore 2, hein, parce qu'on a certains usages comme les commerces et les crèches et médiathèques sur lesquels ils ont des valeurs qui sont déjà pratiquement abouties au niveau des objectifs, et peut-être plus flou encore pour les autres usages. Donc voilà, ils vont peut-être pas se priver d'appliquer de manière un peu plus tôt certains usages, et puis encore se donner le temps sur d'autres pour bien ficeler les objectifs. Parce que la grosse difficulté, on l'avait déjà vu en RT 2012, c'est de donner ces fameuses valeurs max. Il ne s'agit pas de se tromper, parce que sinon on est trop favorable, ou sinon on est trop défavorable, et on risque de venir bloquer la construction de certains bâtiments. Voilà, donc si on fait un petit peu, ce qui nous intéresse, nous, c'est les dates d'application. 1er janvier 2022, alors c'était il y a 2 ans maintenant. La RE 2020 s'appliquait au logement collectif. Alors je vous invite vivement à aller chercher dans les textes la définition des logements, ce qu'on appelle les logements, puisqu'on a une certaine typologie d'hôtel qui s'assimile à du logement et donc du coup, enfin, au sens de la RE 2020, et qui du coup se voit appliquer la RE 2020 dès aujourd'hui. Hein. Par exemple, les appart-hôtels, j'ai une pièce de vie, un coin cuisine et une salle de bain. Ça, c'est au sens de la RE 2020, c'est considéré comme du logement, avec une application depuis le 1er janvier 2022. Donc ça peut faire très mal, puisque entre une RT 2012 et une RE 2020, il y a quand même un gap, hein, avec notamment tout ce qui va en plus. Hein. 1er juillet 2022, c'est pareil, c'était il y a 1 an et demi maintenant, hein, c'est largement derrière nous. C'était le tour des bureaux et enseignements. 1er janvier 2023, c'était les cas particuliers, des petites extensions, etc. etc. Donc, avec des textes spécifiques. Alors, le texte lui-même n'est pas hyper clair. Je vous invite à aller chercher sur le site RT Bâtiment. Il y a une fiche d'application pour traiter de ces cas particuliers, hein, qui justement, en fonction du cas de figure, nous dit je dois vérifier ci, je dois vérifier ça. Et du coup, ça éclaircit, ça donne une bien meilleure lecture du texte. Hein. Voilà. Et puis j'ai rajouté avec des points d'interrogation 1er janvier 2025 sur les autres usages. Et on l'a vu, on est voilà, peut-être encore en 2 temps. Voilà. Donc j'enfonce un petit peu le clou. Aujourd'hui, les exigences, enfin, actuellement, les exigences que l'on connaît, c'est sur les logements, les bureaux et les enseignements. Hein, donc primaire, secondaire, hors hébergement, hors restauration. Les exigences pour les autres usages sont en cours d'élaboration, donc on n'a aucune valeur sur ces autres usages, ce qui nous empêche aujourd'hui, et c'est là où quelque part ça nous embête le plus, parce que nombreux de mes clients me disent ouais voilà, j'ai un maître d'ouvrage qui veut fabriquer un restaurant, un hôtel, etc. Il voudrait savoir un petit peu ce que va lui imposer la RE 2020. Mais aujourd'hui, comme on n'a pas les objectifs sur ces usages, donc autres que logement, bureau et enseignement, eh bien, on est incapable d'anticiper une simulation. Hein, c'est ça le truc. Hein. Donc, bon, le gros des troupes, déjà, on les a sur les logements de bureaux, etc., mais sur des usages, par exemple un RIE, on n'a aucune info là-dessus. Hein. Voilà. Ensuite, le cas un peu particulier, hein, gardez à l'esprit, justement, comme on a un décalage selon l'usage de l'application de la RE 2020, si on prend le cas le plus complet, je fais une rénovation, hein, avec donc une rénovation de bureau, avec une extension dans laquelle il y aura des bureaux. Donc la partie rénovée, c'est de la réno. Hein. Par contre, sur laquelle la RTVX vient s'appliquer. Par contre, la partie extension, c'est considéré comme du neuf, avec des bureaux qui sont déjà assujettis à RE 2020. Hein, et par contre, le RIE qui sera seulement en RT 2012. Donc on voit que sur un seul et même projet, on peut avoir les 3 réglementations qui viennent s'appliquer. Donc bon, une fois expliqué comme ça paraît évident, mais voilà. Savoir que Visual TTH, ça fait partie de ses points forts, c'est qu'il est capable dans un même projet, dans une même saisie, d'avoir les 3 réglementations qui sera calculées. Le logiciel, zone par zone, il va analyser si vous êtes en réno, en neuf, réno ou en neuf, et en neuf, il va regarder si vous êtes en RT 2012 ou en RE 2020. Hein. Donc ça, c'est important. Hein. Encore une fois, il y a avant-hier à Energy Meeting, vous étiez nombreux à
effectivement être intéressé par ce genre de, on va dire, de capacité de visual TTH pour éviter d'avoir 3 logiciels différents, pouvoir traiter 3 réglementations différentes. Non, là, dans le même logiciel, le même projet, avec des métrés éventuellement, des qualités de parois, des qualités d'ouvrant qui seraient partagées d'une réglementation à l'autre, vous pouvez traiter ces 3 réglementations de front. Alors, les questions souvent sont nombreuses, mais bien sûr, le logiciel en fait, va faire un calcul dans chaque réglementation et il va vous produire un R7 pour chacune des, enfin une fiche XML pour chacune des réglementations. Voilà, avec les exigences de chacune, etc. Des notes de calcul pour chaque réglementation, etc. Donc, on a dit pour les RE2020, c'est pas une, mais 2 études. On a l'étude énergétique. Bon, les objectifs, on les connaît depuis longtemps. C'est surtout la sobriété énergétique en 1977. Premier crash pétrolier, 75, c'était la sobriété énergétique. Est venu avec la RT 2000, et ils ont eu raison à peine quand la RT 2000 est sortie en 2003, avec cette possibilité de canicule régulière, etc., s'intéresser au confort d'été. Voilà. L'étude énergétique, elle se fait un petit peu en 2 étapes. On vérifie d'abord la conformité au bâti. Dès le dépôt de PC, on doit vérifier que notre bâti, donc les ouvrants, enfin les surfaces d'ouvrants, de paropaques, etc. Le bâti par lui-même respecte bien les critères du BBO et aussi du DH, confort d'été. Et à réception de travaux, on doit vérifier que le bâtiment dans sa globalité, donc le bâtiment, donc les consommations du bâtiment, le bâti plus les systèmes respectent bien les objectifs du CEP, tout en vérifiant toujours bien sûr ceux du BBO, parce qu'on sait que ça peut évoluer entre temps, mais bien sûr on a la double contrainte. Voilà. Au niveau étude ACV, alors l'ACV, c'est l'objectif bien sûr, c'est de minimiser l'impact carbone d'un bâtiment qui va se faire construire. Pour ce faire, on va réaliser, alors l'acronyme ACV, c'est analyse de cycle de vie. Et là, dans le cadre de la RE2020, on fait une ACV, une analyse de cycle de vie sur 50 ans. L'ACV existait avant la RE2020. La RE2020, comme le fait souvent, enfin les réglementations comme elles le font souvent, elles fixent un cadre, une méthode qui devient souvent un petit peu une méthode de référence, qui s'appuie sur les différentes normes en général, mais qui n'empêche définissent une certaine méthode, une certaine approche. Voilà. Donc l'approche de la RE2020, c'est de prendre cette analyse de cycle de vie, de la cantonner sur 50 ans. Alors c'est court, c'est long, c'est une valeur qui est purement conventionnelle. Dans cette analyse de cycle de vie, le principe de l'analyse de cycle de vie, c'est de prendre en compte la production des matériaux, la construction du bâtiment, l'entretien, l'exploitation et la démolition du bâtiment, et éventuellement la réutilisation des matériaux. La RE2020 nous demande de calculer 36 indicateurs environnementaux. Les premières versions de la RE2020 nous demandaient de calculer 24 indicateurs, mais les normes sur lesquelles s'appuie la RE2020 ont évolué vers 36 indicateurs. Du coup, la RE2020 a évolué dans le même sens. Donc, les indicateurs, on a des indicateurs liés au CO2, liés à l'utilisation des ressources, liés à la pollution de l'eau, l'air, des sols, etc. Sur les 36, je n'ai pas listé bien sûr tous les indicateurs. Et la RE2020, même si elle vous demande de faire le calcul de 36 indicateurs, bon, sachant que quand je dis vous demande, c'est les logiciels qui en même temps font le calcul des 36 indicateurs, la RE2020 fait le focus, mais on va dire en zoom, les indicateurs liés au carbone, puisque c'est là-dessus que sont basés les objectifs réglementaires à travers les IC construction et les IC énergie qui sont eux exprimés en kilos de CO2. Alors j'ai rajouté ici entre parenthèses des unités pour que ça vous parle bien. Pour l'étude énergétique, le CEP est en kilowattheure, alors l'EP qu'on connaît depuis la RT 2000. Du côté ACV, la même chose, les consommations énergétiques, puisque l'IC énergie, c'est les consommations énergétiques, elles sont plus en kilowattheure, elles sont en CO2. Donc en fait, on aura des objectifs en kilowattheure et des objectifs en CO2. C'est pour ça que le Visual TTH notamment vous donne une double vision au moment où vous lancez votre calcul énergétique. Vision CO2, enfin résultats en CO2 qui seront affinés après dans la partie ACV, mais disons dès le calcul énergétique, comme derrière on sait que l'étude ACV va venir sanctionner une deuxième fois les consommations énergétiques, on essaye de remonter ces signaux d'alarme déjà au moment où vous faites votre étude énergétique pour ne pas arriver bien sûr
au moment de l'étude ACV, puis vous dire, ah ben, au final, mon IC énergie, il est complètement à la rue, hein, notamment sur le gaz. Voilà. Donc pour l'étude énergétique, on a notre logiciel Visual TTH qui est validé par la DHUP depuis le mois de novembre 2021 pour réaliser les calculs RE2020. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que dans un même projet, on est capable d'appliquer les 3 réglementations. Donc là, on le voit par exemple à travers les colonnes variantes. La colonne variante, hein, là je dis que ma zone c'est du 9, donc du coup il va faire un calcul en 9. Mais je pourrais dire que c'est la rénovation, et puis en fonction de l'usage de la zone, il va déterminer si c'est une RE2020 ou une R12 qui s'applique. Hein. Voilà. Parce qu'on rentre dans les généralités, bien sûr, le dépôt de PC, etc. Pour la partie ACV, donc on l'a vu tout à l'heure, on avait un deuxième outil qui était le Turbo ACV. C'est un module qui vient en complément de Visual TTH, hein, avec les liaisons qui vont bien entre les deux, et qui est lui-même validé aussi depuis le mois de septembre 2022 par la RE20. Hein, c'était depuis les premiers. Comme on va dire comme c'est demandé par la réglementation, on intègre bien sûr la base INES qui, comme je vous disais tout à l'heure, vous permet d'avoir accès à tout de suite toutes les données constructeurs qui sont disponibles pour pouvoir faire le calcul. Hein. Toutes les données sont là. Alors après, on pourra avoir accès à ce qu'on appelle des configurateurs, etc. Mais voilà. Donc si on fait un peu le cheminement, on a une étude énergétique qui va être reprise dans l'étude ACV, puisque l'IC énergie est calculé à partir des consommations énergétiques, hein, en kilowattheure, EF pour le coup. Et donc, après l'étude ACV, on va pouvoir produire un RS2E qui fédère à la fois la partie thermique et la partie enrublement. Hein. RS pour rapport standardisé, hein, c'est fixé par le ministère. On fournit en fait un format informatique qui s'affiche de manière lisible, mais voilà. Et c'est ce RS2E que vous venez poster sur le site du gouvernement pour récupérer une attestation de conformité. C'est sur ces RS2E que l'observatoire de la réglementation vient s'appuyer. Hein. Alors, de manière complètement anonyme, hein, ils nous ont expliqué l'autre jour que vous prenez les RS2E, ils commençaient déjà par virer toutes les références qui pouvaient faire référence à une adresse, à un nom ou quoi que ce soit, hein, avant de le produire, de l'injecter dans la base de l'observatoire. Hein. Voilà. Alors, si on refait un petit peu le pendant entre l'étude énergétique et l'étude ACV, hein, l'étude énergétique nous donne les indicateurs énergétiques et nos indicateurs de confort d'été, et les consommations que l'on a, que le moteur de calcul a estimé pour calculer les indicateurs énergétiques, sont réinjectées aussi dans l'étude ACV. Elles seront associées aux métrés de notre bâtiment, hein, donc métrés qu'on va obtenir depuis un CCTP, des plans ou même, si on a la chance, une maquette numérique, pour construire les indicateurs environnementaux. Hein. Et là, encore une fois, j'ai remis les unités, hein, donc le CEP en kWh et l'IC énergie qui, lui, est son équivalent, hein, puisqu'on parle bien des mêmes consommations, sauf que là, on a des coefficients de conversion kWh-EF, kWh-P. Là, on est des coefficients de conversion entre les kWh-EF en CO2, hein, voilà, avec éventuellement des réseaux urbains qui auraient des émissions de CO2 faibles, etc. etc. Alors l'étude énergétique, ça on est au courant depuis des années, hein, on est de plus en plus exigeant, donc comme les exigences sont très fortes, on fera une étude énergétique très tôt dans le projet, alors que sur l'étude ACV, les exigences ne sont pas nulles, hein, elles sont plutôt modérées, on va dire, jusqu'à aujourd'hui. Hein. Après, il y aura encore le passage, comme on disait tout à l'heure, 1er janvier 2025, qui peut voir une évolution. Hein. Mais typiquement, on va la réaliser avant la passation de marché. Hein. Voilà. Donc typiquement, phase DCE, quand on n'a pas de maquette numérique, et un petit peu en amont, puisqu'on pourra facilement avoir des métrés relativement précis avant la phase DCE. Hein. Si on part de l'étude de BBO, donc au stade dépôt de PC, pour arriver à l'attestation de conformité, hein, on va bien sûr passer par cette étude énergétique, hein, qui démarre par le BBO, avec, dès le dépôt de PC, moi je conseille vivement aux clients de faire une étude préliminaire complète, de ne pas se limiter au BBO, parce que on le sait, les contraintes aussi sur le CEP sont telles aujourd'hui qu'il faut le cerner très tôt, hein, dès le dépôt de PC, même si réglementairement on a une obligation de faire le calcul BBO et de le faire passer dès le dépôt de PC, c'est bien sûr
c'est des habitudes qu'on a déjà, depuis l'RT 2000, l'étau s'est resserré, depuis l'RT 2012, on se pose même plus la question, dès le dépôt de PC, on fait une étude complète pour vérifier qu'on va passer. Et encore plus aujourd'hui, parce que à travers l'étude énergétique, le logiciel, ce que je disais tout à l'heure, le Visual TTH, il vous calcule le CP bien sûr, avec les exigences liées au CP, mais il vous estime aussi un IC énergie qui sera calculé après coup dans la CV, mais du coup, très tôt, on saura si le gaz passe ou pas, quoi. On a tous tenté, par exemple sur les maisons individuelles, d'essayer de faire une chaudière hybride ou alors d'après les industriels ça passe, mais moi j'ai pas réussi à faire passer, mais, de faire du solaire aussi, mais ça pareil, ça passe pas. Peut-être qu'en collectif ça pourrait encore passer. Ça, j'ai pas fait les simulations, mais ça me fait des de chance. Enfin voilà. Donc tout de suite, dès qu'on fait la simulation du point de vue énergétique, il nous donne le CP et il nous donne aussi une estimation. C'est pas l'IC énergie finale parce qu'il peut avoir des petites corrections sur différentes choses, mais ça donne déjà une belle image du IC énergie. Et puis en plus, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que l'étude ACV ne fait pas qu'un seul indicateur carbone, il en calcule 36. Donc le TTH, lui, il calcule que la valeur du IC énergie. Quand on fait l'étude ACV, liée à l'énergie, il calcule bien l'IC énergie, mais aussi tous les indicateurs qui sont liés à ça. Donc étude énergétique préliminaire qui sera mise à jour au fur et à mesure des travaux dans le projet. En parallèle à ça, un peu plus tard, on aura notre étude ACV qui va commencer. Je parle bien d'études préliminaires. C'est-à-dire qu'on sait que on fait l'étude à un moment, mais on sait très bien que sur le chantier, il peut y avoir des évolutions. L'entreprise souhaite changer un matériel par un autre, etc. Enfin, on sait comment ça se passe. Et à chaque étape, voilà, on vient réinjecter les mises à jour de l'étude énergétique pour que, en finale, on fasse notre étude, donc la réception de travaux. Donc, une fois que le bâtiment est fini de construire, on sait exactement ce qu'il y a dedans. Donc, on est capable de réaliser l'étude énergétique finale avec et réinjecter son résultat dans l'étude ACV finale avec tous les matériaux pour produire le RS2E, donc qui fédère à la fois l'aspect thermique et l'aspect environnemental pour produire l'attestation de conformité à réception de chantier. Sachant que cette attestation, vous, bureau d'études, c'est pas vous qui la signez. Vous pouvez la produire, produire le PDF, mais par contre, c'est l'architecte ou un bureau de contrôle, ou dans le cas d'une maison, éventuellement un diagnostiqueur immobilier. Oui, on n'a pas le choix, de toute façon, dans le choix, quand on remplit, je crois, on peut pas mettre. Voilà, vous pouvez la produire sous liberté, cocher les cases, mais celui qui signe, celui qui engage la responsabilité, c'est normalement un niveau au-dessus, quelqu'un qui a eu la possibilité de contrôler l'ensemble des corps d'État, quelqu'un de responsable. Mais ça, c'était déjà comme ça un petit peu en RT 2012, donc ça ne change pas beaucoup. La seule chose qui change, c'est que avant, on avait le bureau contrôle thermique. Maintenant, on peut avoir aussi le bureau de contrôle qui vérifie la conformité à un label. Par exemple, un Cercal qui vérifie la conformité à un label. Voilà. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de label, en tout cas énergétique, sur la partie RE2020. Mais demain, quand il y aura des labels et qu'il y aura un Cercal qui viendra vérifier la conformité à ce label, il peut lui aussi signer cette attestation. Et en général, ils sont assez sérieux là-dessus, puisqu'ils épluchent tout. En général, les projets qui sont menés avec des indicateurs comme ça, en général, c'est mieux qu'un bureau de contrôle un peu plus généraliste qui tire tous azimuts et puis qui n'est pas toujours très pertinent dans ses remarques. Voilà. Alors, si maintenant on regarde différemment un petit peu ce déroulé-là, on peut placer un axe des temps avec la date de dépôt de PC, la phase d'étude, conception de notre projet, l'étape DCE, alors avant, après, la réalisation des travaux et la réception des travaux. Avant le dépôt de PC, donc ça c'est obligatoire, on l'avait déjà en RT 2012, on devait faire une étude de BBO. En plus ici, alors on ne voit pas forcément la différence, mais en plus maintenant en RE2020, le BBO doit être conforme, c'est-à-dire qu'on doit prouver qu'on arrive à une solution conforme dès le dépôt de PC au niveau du bâti. Et on doit vérifier aussi que le confort d'été est atteint. Ce qui va nous permettre de produire un R7, donc un rapport standardisé d'études thermiques spécifique pour le dépôt de PC pour produire l'attestation à joindre à la demande de permis de construire. Alors, ensuite, comme je disais tout à l'heure, c'est bon conseil, bien sûr, de très tôt faire l'étude thermique complète préliminaire pour lever les loups. Voilà, j'ai un super bâti, je mets de l'effet Joule derrière. Maintenant, l'effet Joule, ça passe pas. Là où il faut, bien sûr, pas se faire avoir, c'est sur le gaz. Là, en RE2020, c'est grosso modo du thermodynamique un peu partout.
Moi, j'aime pas trop les réglementations qui nous imposent parce que demain, on va mettre du thermodynamique partout, puis on va se rendre compte qu'il y a d'autres problèmes. D'autres problèmes peut-être sur la maintenance, sur la fiabilité du matériel. Voilà, c'est vrai que le thermodynamique, c'est pas forcément évident. Mais bon. Au moment du DCE, alors souvent un petit peu avant, hein, c'est-à-dire que c'est au moment où on est en train de construire le DCE, c'est-à-dire à ce moment-là, normalement, on est censé avoir tous les métriques, puisqu'on va demander à des entreprises de nous installer le matériel. Normalement, on leur donne le listing du matériel qu'on va fournir, ou du moins sur les bases de ce qu'on va donner, on est capable d'estimer un métrique relativement complet. Donc c'est sur cette base de métrique qu'on va être capable de réaliser une étude ACV préliminaire. Alors, souvent la question me pose les clients, mais est-ce qu'on ne pourrait pas la faire plus tôt? Disons que dans le passé, on avait du mal aussi à faire des études thermiques plus tôt, et aujourd'hui, vous voyez qu'on arrive à faire une étude préliminaire dès le dépôt de PC, alors qu'on a tout juste un crowbar sur un papier. Hein, voilà. Donc avec l'expérience, on arrive à faire des choses peut-être un peu plus tôt. Mais en tout cas, aujourd'hui, tel que je l'imagine, il faut avoir un listing relativement complet. Hein, ça, c'est le prérequis déjà pour la CV, en tout cas le gros des trous, pour réaliser cette étude ACV. Hein. Ensuite, quand on est sur du logement, on a un objectif, on le sait, en matière de perméabilité à l'air, donc on ne va pas attendre la réception de travaux pour vérifier que on est bon ou on n'est pas bon, parce que si on n'est pas bon, ben on est mal, on est obligé de tout déshabiller et puis tout traiter. Donc on va faire des mesures intermédiaires, ça c'est pareil. Et puis à réception de travaux, on fait la mesure de perméabilité finale, éventuellement qu'on aura à réintroduire dans les calculs si on a pris une mauvaise hypothèse, si on est moins bon, etc. On a un nouvel objectif, hein, une nouvelle tâche à réaliser sur les logements. On doit vérifier aussi ces systèmes de ventilation, ce qu'on avait déjà un petit peu l'habitude sur le label BBC pour la RT 2005. Donc bon, là ça se traduit quand on lit en mesure, c'est surtout le débit ou la dépression en bouche. Après c'est surtout du contrôle visuel, hein, vérifier que le matériel est bien installé, etc. Et puis ces études préliminaires qui n'ont aucune valeur légale quelque part, hein, c'est juste anticiper les problèmes. Hein, il faut bien être conscient par rapport à ça. Ça ouais. Et d'ailleurs, souvent l'étude préliminaire, vous la gardez pour vous, parce qu'il ne s'agit pas que quelqu'un, un maître d'ouvrage mal intentionné ou un architecte mal intentionné, prenne vos études préliminaires et l'utilise pour faire on va dire la réception de travaux, vous voyez. Hein, moi, ce que je dis, c'est au moment du dépôt de PC, vous donnez à votre client que l'étude des BBO. Hein, parce que derrière, et le fait d'utiliser votre étude à vous que vous avez fait 2 ans avant sur un projet de bâtiment, quelque part, vous pouvez engager votre responsabilité malgré vous. Quoi. C'est pour ça que là, c'est bien cette étude-là qui vient sanctionner que le bâtiment effectivement construit soit bien conforme. Hein. C'est cette étude-là qui doit prouver que le bâtiment est conforme. Donc, étude thermique, et pareil, hein, le doublon, étude ACV. Pour produire le fameux RS2E réception de chantier, hein, donc autant le R7 dépôt de PC, c'est l'étude thermique seule, hein, uniquement même le BBO, autant pour la réception de chantier, on a donc l'étude thermique et la partie ACV. Hein. Sachant qu'il y a une grosse complicité entre les deux, hein, c'est-à-dire la structure en bâtiment et en zone à l'intérieur du R7 du côté étude thermique, on doit retrouver la même chose dans la partie ACV. Hein, donc, au-delà des consommations, quand on importe dans le logiciel de calcul ACV l'aspect énergétique, on importe aussi la structure du projet qu'on a du point de vue énergétique pour se caler dessus quand on fait l'étude ACV. Alors, dans le turbo ACV, on peut très bien faire un calcul ACV sans avoir le calcul énergétique en amont. Hein, ça se fait, il n'y a pas de souci. Mais disons qu'après, il peut avoir à recorriger quelques métriques si le zonage n'est pas le même, etc. Voilà, attestation. Et puis bien sûr, si on a un label, aujourd'hui encore une fois, il n'y a pas de label qui est officiellement sorti, bien sûr le CERCAL, enfin là j'ai pris comme exemple CERCAL, mais il y en a d'autres, hein, Promotelec et autres, va nous demander à chaque étape du projet, hein, en général, il ne se prive pas de nous demander des études préliminaires, pour bien sûr demander toutes les études finales. Voilà. Donc en vert, c'est ce qui n'est pas obligatoire, mais ce qui est plutôt bien conseillé, bien sûr. Et puis en rouge, c'est ce qui est demandé. On voit qu'on a beaucoup de rouge déjà. Les indicateurs concernant la CV, alors BBO, CEP, alors DH c'est le petit nouveau, mais entendez confort d'été, on les connaît déjà, hein, depuis même la RT 2005, on les connaît. Alors pas le BBO, mais la RT 2012, donc ça fait plus de 10 ans qu'on les côtoie, donc c'est pas trop de souci. Pour ça, je voulais plutôt faire le focus sur la partie ACV, où
elle nous demande de calculer différents indicateurs. Alors, IC pour impact carbone. Hein. Impact carbone lié aux composants, lié au chantier, lié à l'énergie, lié à l'usage de l'eau dans le bâtiment et lié à la parcelle qui vient accueillir le bâtiment. En venant additionner, on va dire, ces indicateurs unitaires, on viendra construire des indicateurs des indicateurs cumulés qui sont le IC construction, le IC bâtiment et le IC projet. Hein. Dans tout ce lot, on a seulement 2 indicateurs, IC énergie et IC construction, c'est pour ça que c'est souvent ceux-là dont on parle. Il n'y a que 2 indicateurs qui sont assujettis à objectifs dans la base réglementaire. On pourra imaginer que demain, quand il y aura des labels, ils viendront éventuellement viser d'autres indicateurs, par exemple la consommation en eau d'autres bâtiments, etc. etc. L'indicateur qui vise à donner l'impact carbone complet du bâtiment, sa parcelle, enfin la globalité du projet, comme son nom l'indique, c'est le IC projet, hein, voilà, qui intègre tout ce qui concerne le bâtiment, y compris sa parcelle. Donc, dans un même projet, si j'ai plusieurs bâtiments, tous ces indicateurs sont bien calculés bâtiment par bâtiment, y compris par le IC projet. Du coup, le nom est un petit peu un faux ami. Hein. Dans un même projet, si j'ai plusieurs bâtiments, j'aurai un IC de projet pour chaque bâtiment. On peut le rebaptiser, si ça vous rassure, IC bâtiment plus parcelle. Hein. Voilà, avoir un IC bâtiment sans parcelle, et un IC bâtiment plus parcelle. C'est comme ça qu'ils l'ont baptisé. Si on prend l'exemple d'un projet sur lequel il n'y a qu'un seul bâtiment, le IC projet, le nom est correct. Hein. Voilà. Donc pour chaque bâtiment, l'étude se fait sur 50 ans. C'est vrai qu'on a toujours l'habitude, tout à l'heure je vous parlais de CEP, CEP c'est bien par année. Par contre l'IC énergie c'est bien sur 50 ans. Hein. Ces valeurs-là, on les exprime en kilos de CO2 par mètre carré de surface habitable, ou aussi en kilos de CO2 par occupant. Hein, et toujours sur 50 ans, bien sûr. Le fait de raisonner par occupant, ça permet d'externaliser un petit peu la valeur et pas forcément D'autres indicateurs sont calculés, mais bon, ils restent aujourd'hui relativement marginaux. Hein. Pareil, ils pourront être exploités éventuellement dans le cadre de labels, mais aujourd'hui, la réglementation ne vient pas les sanctionner, on nous demande de les calculer, mais c'est tout, hein, histoire de peut-être avoir certaines valeurs de référence. Pour revenir à Visual TTH donc est capable de faire du bilan thermique et de la STD, donc faire du bilan, calculer les perditions selon la norme européenne, ça, il n'y a pas de question à se poser. Pour les charges de climatisation, il y a toujours des normes, mais qui sont plus à titre indicatif, qui ne définissent pas vraiment une méthode par elle-même. Hein, on est plutôt sur des données d'entrée, genre rapport interne, etc. à considérer. Pour ça que sur la méthode de calcul, on intègre dans le logiciel le moteur de calcul Énergie+, qui fait référence dans le monde entier, même des grands faiseurs comme Carrier qui avaient eux-mêmes élaboré leur méthode, qui avaient eux-mêmes développé leur propre moteur de calcul, aujourd'hui commencent à avoir dans leurs outils phares comme le HAF un doublon de moteur, leur moteur traditionnel, et à côté l'Énergie+, qui, encore une fois, fait largement référence en la matière. Et je dirais même que c'est un outil qui se fait rarement piéger quand il s'agit de faire... Et du coup, ça... c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les clients, et qui du coup, par rapport à d'autres logiciels du marché, sur des projets un peu compliqués, se font beaucoup moins avoir sur un bilan thermique, hein, et du coup, moins de problèmes sur les dimensionnements de climatiseurs. Voilà. On se base aussi sur le moteur Énergie+ pour faire de la STD. Hein. Voilà. Et sur l'aspect réglementaire, Visual TTH traite encore de la RT 77, si on voulait, il suffit de changer la date de PC, vous mettez une date de dépôt de PC au 1er janvier 90, par exemple, vous allez voir qu'il va vous sortir une RT 77 ou 91. Hein. Mais ce qui est important, bien sûr, c'est que aujourd'hui, il traite des 3 réglementations, comme on l'a dit, la RTX, la RT 2012, et puis bien sûr la RE20. Hein. Au-delà de l'aspect calcul, Visual TTH aussi a des capacités d'échange avec la maquette. Je l'ai vu encore il y a 2 jours à Energy Meeting, où vous êtes de plus en plus nombreux à dire « Ah, le fait qu'on puisse s'interfacer avec la maquette, ça c'est top. Hein. » Et c'est vrai, parce que la saisie de maîtrise, c'est une tâche fastidieuse, mais aujourd'hui, on a quand même dans les maquettes, faut-il bien sûr qu'elles soient un minimum bien saisies, hein, voilà. Mais aujourd'hui, on a pléthore d'informations dans cette maquette qu'on peut venir récupérer
pour venir alimenter un calcul thermique, hein, que ce soit un bilan thermique ou un calcul réglementaire. Voilà. Via TTH, on s'interface avec une maquette numérique via de l'IFC, ce qui permet d'être ouvert par rapport à ce format-là. Via du GBXML, qui est un format moins connu, mais qui est somme toute très répandu, hein, au niveau des logiciels qui sont capables de produire une maquette d'un bâtiment. Et celle que l'on conseille vivement à nos clients, c'est celle qui est directe avec Revit. Hein. C'est là d'ailleurs qu'on récupère une précision de métré et une qualité d'information la plus pertinente, notamment pour faire du calcul réglementaire. Voilà. Et j'insisterai sur le fait que tous nos échanges sont bidirectionnels, c'est-à-dire que vous récupérez des métrés de la maquette, pièce par pièce, mais vous réinjectez les puissances de chauffage, les puissances de clim, les débits de ventilation qui ont pu être calculés par Visual TTH dans chaque local. Hein. La logique de la maquette chez nous, c'est on va chercher les informations de la maquette, mais ensuite on vient réalimenter la maquette pour un traitement ultérieur. Ces puissances de chauffage peuvent être réutilisées pour faire la sélection de radiateurs. On a un logiciel, par exemple, qui vient récupérer ces puissances de chauffage, qui sélectionne les radiateurs selon la bibliothèque que vous avez sélectionnée, et qui vient les placer automatiquement dans les espaces dans la maquette. Hein. Donc c'est placement automatique de radiateurs, placement automatique d'interrupteurs, etc. Hein. Ça, c'est un petit peu les dernières évolutions, pas les dernières, enfin, des choses qui sont intégrées dans nos outils de gestion de la maquette numérique. Et puis, cet échange avec la maquette, moi j'insisterai là-dessus parce que moi j'ai des clients qui me disent je ne fonctionne plus que comme ça. Et en fonctionnant comme ça, je fais moins d'erreurs que mes concurrents qui oublient la moitié des ponts thermiques. Là, tous les ponts thermiques y sont. Ils ne récupèrent pas tous les ponts thermiques, mais dès qu'on sait ceux qui ne récupèrent pas, et c'est des ponts thermiques relativement marginaux qu'on n'a pas sur tous les projets, voilà, on est capable de les rajouter bien sûr dans la saisie, puisque quand on importe une maquette dans TTH, on a toujours une interface pour pouvoir compléter la saisie. Hein. Ça, c'est mes clients. Hein. Moi, voilà, ce qu'ils le disent, hein, qui utilisent que cette méthode-là pour faire de la saisie dans TTH. Ouais, c'est complètement opérationnel. Donc, Revit par lui-même a des capacités de calcul, hein, faire ce que j'appellerais du bilan thermique simplifié, puisque il intègre le moteur Energy Plus lui-même aussi. C'est simplement l'interfaçage, que ce soit en entrée ou en sortie. Les données d'entrée sont saisies de manière un petit peu généraliste, un petit peu générale, donc on aura moins de précision sur les données d'entrée. Et puis au niveau sortie, Revit ne produit pas de rapport digne de ce nom au niveau du bilan thermique. Donc ça va peut-être bien pour une simulation très tôt dans le projet, mais ça reste quand même très limité. C'est pour ça que dès qu'on a besoin de faire un bilan thermique complet ou une STD, puis alors bien sûr sur le calcul réglementaire, c'est là où on a besoin d'un outil complémentaire type Visual TTH. Hein. Alors, je reviens un petit peu sur les objectifs que je vous ai tout à l'heure, hein, le truc à pas louper. Hein, donc sur la partie ACV, on a les deux équations à vérifier, IC énergie inférieur ou égal au IC énergie max, et IC construction inférieur ou égal au IC construction max. Donc les labels pourront utiliser éventuellement les autres indicateurs, ce que je disais tout à l'heure. Si je prends l'IC énergie, hein, l'IC énergie, je vous ai souvent fait là, au début, la transposition entre le CEP et l'IC énergie. Le CEP, c'est des kWh EP, hein, c'est la vision de ma consommation énergétique en kWh comme on l'a depuis, je dirais même la RT 91, hein, à l'époque on calculait déjà des consommations sur les logements. La transposition de ces consommations énergétiques en CO2, c'est l'IC énergie. Hein. Donc on aura des objectifs, des contraintes sur en kWh et des contraintes en CO2. Donc on voit que pour les maisons individuelles, on a maximum 160 kg de CO2 par mètre carré par an. Alors, ça, c'est la valeur de base hein, du IC énergie max. Elle est ensuite modulée en fonction de la zone géographique, l'altitude, la forme du bâtiment, enfin, différentes choses. Donc, en général, on n'est pas plus élevé qu'à peu près 200-250 kg de CO2. Hein, mais c'est très faible. Hein. Pour les bureaux et les enseignements, alors hors réseau urbain, on voit que l'objectif, il est très proche, hein, entre 160 et 200. En plus, on a des coefficients de modulation qui sont légèrement différents. En finale, on tombe à peu près sur les mêmes valeurs d'objectifs. Ces valeurs d'objectifs, en dessous des 200 kg de CO2, enfin, pour pouvoir accepter le gaz, il faudrait qu'on monte à 400 kg de CO2, donc vous voyez qu'on en est loin. En dessous de 400 kg de CO2, ça interdit le gaz sur ces projets-là. Donc aujourd'hui, en RE 2020, vous oubliez le gaz en maison annuelle, en bureau et en enseignement. Hein.
Pour le logement collectif, ce que je vous disais tout à l'heure, régime de faveur jusqu'au 1er janvier 2025. 560 kg de CO2. Voilà. On peut encore mettre du gaz, la petite chaudière individuelle, pas trop de soucis. On est au-dessus, rappelez-vous, le seuil des 400 kg de CO2, et ça, c'est assez clair. 560, je suis encore au-dessus, donc je peux mettre du gaz. Par contre, 1er janvier 2025, vous voyez que je passe entre 260 et 200. Alors, certes, j'ai une grosse majoration, mais n'empêche que je suis en dessous de mon fameux seuil des 300 kg de CO2, des 400 kg de CO2, ce qui m'interdit le gaz. Donc 1er janvier 2025, maison individuelle, logement, maison individuelle, bureau et enseignement, vous oubliez le gaz, et 1er janvier 2025, vous oubliez le gaz pour le collectif aussi. Voilà. Pour lycée construction, les valeurs sont, comme je disais tout à l'heure, sont pas anodines, mais ça reste modéré. En tout cas, pareil, jusqu'au 1er janvier 2025. 1er janvier 2025, alors maintenant c'est dans 2 ans, mais ça va vite être, enfin non, pardon, c'est dans 1 an, désolé. C'est dans 1 an, mais ça va vite être là. Et on voit pareil qu'il y a 2 poids 2 mesures. En maison individuelle et logement collectif, l'objectif, je l'ai mis en orange parce qu'en fait c'est fort de projet, de l'expérience, le retour qu'on peut avoir, ces valeurs-là sont pas infaisables, mais il faut prendre quelques précautions, chercher quelques données constructeurs, plutôt que d'utiliser des valeurs par défaut, ça pose pas de problème. En bureau et en enseignement, par contre, ces valeurs-là, elles posent en général rarement problème. Alors bien sûr, on ne peut pas faire n'importe quoi, mais c'est relativement peu de contraintes. Par contre, encore une fois, vous voyez que ces valeurs-là évoluent au 1er janvier 2025, notamment pour les maisons individuelles et les logements collectifs, et là, ça va commencer à devenir contraignant. Et puis 1er janvier 2028, là, on aura même, bon déjà les objectifs diminuent, mais en plus on aura l'usage des valeurs par défaut au niveau des F2S qui va être pénalisé. Donc du coup là, on risque d'avoir un petit peu double peine. Voilà. On vous propose, comme je vous disais tout à l'heure, des accompagnements là-dessus, savoir que toutes les formations qui sont dispensées par FISA sont certifiées, en tout cas FISA, l'organisme de formation, est certifié Calliope, ce qui permet à nos clients d'avoir une prise en charge de nos formations par l'Europeco. On a vu fin d'année dernière, et là les dossiers sont fermés, je ne sais plus, ça doit être mi-février, donc encore peut-être éventuellement quelques jours, avec une prise en charge FNE, donc qui permettait d'être encore un petit peu une prise en charge un peu plus générale. On espère que sur 2024, ils reconduisent, parce que c'est vrai qu'on voit que les pouvoirs publics poussent enfin à bien valoriser la formation en entreprise. Ça, c'est une bonne chose. C'est qu'avant, on était un petit peu entre... on se demandait un peu si on pouvait ou on ne pouvait pas. Là, on voit qu'il y a une véritable démarche très efficace pour que la formation fonctionne en entreprise. Donc, en tout cas, les formations que l'on dispense pour vous, elles peuvent être prises en charge depuis le 1er janvier 2022. Okay, je en profite pour remercier toute l'équipe pédagogique et l'équipe administrative qui tourne autour de ces sujets-là pour pouvoir avoir obtenu cette certification, qui n'est pas forcément évidente. Voilà. Donc, ce que je disais tout de suite, le fait que l'on soit Calliope permet d'une prise en charge des formations par Autopco. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas, j'ai briefé mon équipe commerciale pour pouvoir vous guider à aller contacter votre conseiller OPCO qui aujourd'hui, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, tout de suite, c'est que dans le passé, vous contactiez déjà, il n'y avait pas forcément quelqu'un au bout du fil. Aujourd'hui, vous avez des conseillers OPCO qui sont capables de vous conseiller, qui vous permettent d'économiser des sous quand il s'agit de former. Ils sont très actifs. Moi, je l'ai vu pour notre propre société l'année dernière. L'OPCO nous a guidés pour pouvoir suivre des formations à moindre coût. Voilà. Enfin, disons qu'ils nous finançaient les formations. C'est le même cas quand nous, on vous forme. Voilà. Et on a le FISA, on a notre convention collective, c'est bureau d'études. Donc on a le même OPCO que vous, la classe, pour la plupart des bureaux d'études. Donc on sait de quoi on parle. C'est pas comme si on était sur un autre, on va dire, une autre planète. Donc on propose sur la RE2020, on propose 2 formations, formation de mise à jour et formation prise en main. On a nos clients qui font le calcul réglementaire depuis très longtemps, qui aujourd'hui maîtrisent la RT 2012,
On ne refait pas, bien sûr, prise en main logicielle et puis l'explication de texte sur la RT 2012 et la RTX, etc., que vous manipulez déjà. Hein, on met surtout le doigt sur les différences entre RE2020 et RT 2012 et RE2020. Hein. Et puis, formation de prise en main, où là, vous avez un nouvel arrivant dans le bureau d'études, où on le forme de A à Z, logiciel, les 3 réglementations, RTUX, RT 2012 et RE2020, et puis bien sûr, derrière, l'ACV de la RE2020. Hein. Alors, un petit score, c'est vrai qu'au début de la RE2020, sur 2 mois, novembre et décembre, on avait fait plus de 600 heures de formation sur ce sujet-là. Hein. Donc, c'est un petit score que j'aime bien ressortir. Formation mise à jour, donc on a 3 jours. Une première journée sur la partie généralité, et puis on en profite pour zoomer sur la partie énergétique. Hein. Une deuxième journée, on se focalise sur la méthode de calcul d'ACV, hein, donc un petit peu en théorie. On finit par faire un petit calcul à la main sous Excel, hein, histoire de bien illustrer ce qu'on a vu dans la journée. Et puis troisième journée, là, on utilise le logiciel pour faire le calcul ACV et on simule différentes cas de figure, on se fait des variantes, etc., histoire de s'étalonner sur ces nouvelles valeurs qui sont des CO2. En temps des kilowattheures, on a quelques ratios maintenant, hein, mais sur le CO2, aujourd'hui, on est encore un petit peu limité, donc d'où les manips sur le logiciel. Et sur la formation prise en main, là, on est sur 5 jours avec la prise en main du logiciel, la partie bilan thermique, hein, donc la prise en main se fait à travers le bilan thermique, une journée où on est sur l'approche réglementaire du bâti, hein, typiquement, on traduit automatiquement le calcul de UBAT et de BBO, mais surtout de BBO aujourd'hui. Une journée sur la partie calcul des consommations, hein, RTUX, donc le calcul du CEP, RTUX, RT 2012 et RE20. Donc on voit tous les tenants et les aboutissants de ces 3 réglementations-là, donc une journée très, très chargée. Et les 2 jours sur la CV qui sont les mêmes que pour la mise à jour, puisque la CV, même si ça fait longtemps qu'on fait de la réglementation, souvent c'est un sujet qui est neuf. Hein. D'ailleurs, j'ai une dernière session, on va dire, j'avais 2 personnes sur la partie énergétique et j'avais 5 personnes sur la partie ACV. On voit qu'on a beaucoup de clients qui ont déjà pris en main la partie énergétique sur la RE2020, hein, d'eux-mêmes, parce que bon, c'est vrai que une fois qu'on a toutes les informations, on s'est allé de l'avant. Il faut aussi des zooms qu'on peut réaliser. Et par contre, sur la partie ACV, là, comme il y avait tout à apprendre, ils ont pris les 2 jours liés à l'ACV. Hein, ça peut se faire aussi sous cette formule-là. Voilà. Donc, n'hésitez pas à contacter votre conseiller commercial pour savoir les formations que l'on propose. Hein, on a bien sûr la formation aussi liaison avec Revit, etc. etc. Hein, je ne vais pas parler de toutes les formations. Et sur la partie RE2020, on a cette formation qui, en général, sont intéressantes. Je n'avais pas pensé, mais j'aurais pu rajouter ACV seul, hein, donc sur 2 jours. Hein, ça se fait aussi, hein, pour ceux qui sont intéressés. Voilà. Voilà. Et donc, conseiller commercial, si vous avez ses coordonnées, sinon à défaut, un petit mail à info@sisa.fr et on vous renvoiera les informations dont vous avez besoin.